Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver. Nous parlons ce soir d'un trouble neurodéveloppemental très répandu, en l'occurrence le TDAH ou simplement le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il s'agit du trouble le plus fréquent en pédopsychiatrie chez l'enfant en âge scolaire. Dans le monde, on compte entre 4 et 12% d'enfants qui seraient touchés par ce trouble. Selon les spécialistes, jusqu'à 65% de ces enfants continuent à présenter des symptômes à l'âge adulte. Néanmoins, la majorité des parents espèrent que leurs enfants seront dans la proportion des 35%. À défaut, des solutions existent malgré l'offre de soins qui reste insuffisante. Un accompagnement pluridisciplinaire est indispensable pour améliorer les habiletés psychosociales de ces enfants, auxquels s'y ajoute parfois un traitement médicamenteux. Avec mes invités, on vous donnera les moyens de reconnaître un enfant hyperactif. On essaiera également de comprendre comment les accompagner au mieux pour un meilleur épanouissement de ces enfants, mais aussi de leur famille. Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir, et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Dr Choukri Aziza Souad. Vous êtes pédiatre spécialiste en les troubles neurodéveloppementaux. Bonsoir. Bonsoir, ravie d'être parmi vous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Benaïssa Reziqa. Vous êtes pédopsychiatre. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir une habituée de cette émission, Madame Jafar Wissem. Vous êtes neuropsychologue au CHU Bab-el-Oued. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. On va commencer avec un chiffre pour planter un peu le décor. Un chiffre, donc on parle de 5 voire 7% des enfants en âge scolaire qui seraient touchés par le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est à peu près 2 enfants par classe, ce qui est énorme. Est-ce que ça a toujours été comme ça, Dr Choukri, ou c'est plutôt notre société, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui elle-même est hyperactive, qui prédispose ses enfants à avoir un trouble TDAH? En fait, le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un trouble du neurodéveloppement qui a toujours existé. Donc, il a été décrit. Il touche 5% dans les statistiques européennes, 5% des enfants, mais jusqu'à 8 à 10% dans les statistiques américaines. Donc, il a toujours existé et ce n'est pas la société qui rend les enfants hyperactifs. Oui, ça ne les prédispose pas, donc, finalement? Non, parce que c'est génétique. Il y a de l'hérédité dans tout ça. Il y a toujours été, je veux dire, il y a toujours eu autant d'enfants TDAH, parce qu'aujourd'hui, on dit quand même que c'est c'est le premier motif de consultation pour les enfants scolarisés, surtout. C'est parce que les gens sont plus informés, qu'ils cherchent à comprendre le pourquoi de cette hyperkinésie, qu'on a peut-être mis plus de lumière sur ce sujet. Sinon, ça a toujours existé. Mais on rapportait ça à une turbulence excessive, un manque ou un déficit dans le modèle d'éducation. Exactement. Voilà. Oui, on avait tendance à banaliser, à ne jamais penser à un trouble, effectivement. Docteur Benaïssa, qu'est-ce que le TDAH? On a tendance à parler beaucoup de l'hyperactivité, de cette notion justement d'agitation de ces enfants, étiquetés d'être mal polis, entre parenthèses, mais on oublie l'essentiel justement de cette pathologie, si je peux me permettre de dire, parce qu'en finalité c'est un trouble, on parle plus de trouble. On oublie cette notion justement de déficit de l'attention qui est plus importante. Tout à fait. Alors comme son nom l'indique, c'est un trouble justement de l'attention d'abord, avec ou sans hyperactivité. Donc le trouble de l'attention aussi, c'est un élément qui est très très important. D'ailleurs, c'est l'élément qui persiste même à l'âge adulte pour les variétés où on a une hyperactivité associée. Alors quand on parle de trouble de l'attention, il y a plusieurs types d'attention déjà. C'est-à-dire sur le plan clinique, on voit que c'est un enfant qui ne reste pas concentré longtemps sur une tâche, ou bien se concentre juste, il ne peut pas se concentrer uniquement sur une tâche. Il varie d'une tâche à une autre. C'est pour ça que c'est un enfant qui termine jamais une tâche qui commence. C'est un enfant qui ne se conforme pas aux consignes parce qu'il n'arrive pas. Dès qu'il y a un effort mental, il ne veut pas suivre. Il s'ennuie vite. Il s'ennuie très très vite. Oui. Il quitte tout de suite la table lorsqu'on le met, généralement pour des apprentissages. Et pas que, même dans son jeu. Et généralement, on le retrouve déjà à l'école, mais aussi à la maison avec les camarades. Et c'est un enfant qui a tête en l'air, généralement. Quand on lui parle
parle, on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Oui. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de ce trouble de l'attention. Mais aussi, il y a le trouble de mémoire, c'est-à-dire lorsqu'il oublie ses objets, lorsqu'il perd, généralement ces enfants qui perdent beaucoup leurs affaires, enfin, vous voyez, c'est un peu, ça rentre dans le cadre de l'attention et qui n'est pas généralement très bruyant. Quand on a une variété avec uniquement trouble de l'attention, c'est un enfant qui est en échec scolaire, mais on ne pose pas un diagnostic parce qu'il n'y a pas cette hyperactivité qui est plutôt alarmante, mais en fin de compte, qu'on arrive plutôt à traiter mieux que ce trouble de l'attention. Oui, justement, docteur Jaafar, vous, au cours de votre consultation, vous en voyez beaucoup. Alors, on va retenir la triade que vient d'expliquer justement docteur Ben Aïssa, donc l'inattention, des enfants inattentifs, des enfants impulsifs, des enfants agités. Mais il n'y a pas que ça, finalement, il n'y a pas un TDAH, mais il y en a plusieurs. De chaque enfant à un autre, la forme, elle est différente. La manière dont on voit le TDAH chez les enfants, elle est vraiment différente. Chacun, il a un domaine. Il y a une plainte, c'est vrai que la plainte, elle est globale. C'est un problème d'attention et de concentration et c'est un problème d'impulsivité et d'une incapacité à gérer le comportement. Mais il y a une différence. On dit que c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que ça touche le cerveau. Et on sait que chaque cerveau, il a sa particularité. Et si je parle d'attention, ça veut dire que je parle directement du lobe frontal qui est chargé à gérer. Et il faut prendre en considération que cet enfant ne fait pas exprès, qu'il n'a pas la tête en l'air. C'est un déficit de l'attention. L'attention, c'est une fonction cognitive siégée dans notre lobe frontal qui est en rapport direct avec les fonctions exécutives. Donc, elle a cité tout à l'heure qu'il a du mal de faire la tâche, il passe d'une tâche à une autre. Ce qu'on appelle, nous, une désinhibition. Donc, il a du mal d'arrêter le comportement qui est devenu inapproprié maintenant et de passer à un autre. Et c'est un processus purement exécutif. Et c'est aussi la région de notre cerveau qui est responsable de la gestion du comportement. Donc, d'où vient cette impulsivité? Absolument. Alors, j'ai envie de poser une autre question aussi, parce que j'imagine que vous voyez beaucoup de parents également. Alors, qu'est-ce qui dérange le plus, finalement, les parents des enfants atteints de TDAH? Est-ce que c'est plus cette notion d'enfants colériques, d'enfants difficiles à mettre dans un cadre, parce que c'est ça, disons-le, un peu qui nous dérange, c'est un peu le regard de la société, ou c'est plutôt cette imagination de l'échec scolaire aussi, parce que des troubles d'attention impliquent forcément un échec scolaire? Généralement, on voit que l'hyperactivité dérange plus que le déficit de l'attention. Au moment qu'on vit dans une société et un enfant qui n'a pas les règles, qui nous juge, qui ne respecte pas les règles, on ne se pose pas la question est-ce qu'il présente un trouble ou pas. Donc directement, on le met dans une catégorie. Et là, d'où vient la souffrance des parents? Parce que ça reste un enfant qui est rejeté, même au milieu scolaire. Donc, c'est un enfant qui pose problème. Un enfant qui a un déficit de l'attention, les répercussions, ils vont être en rapport direct avec sa scolarité. Mais ils ne dérangent pas la classe. Absolument. On va voir ça peut-être tout à l'heure, justement, dans le diagnostic. On va voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne consultent pas, notamment pour les filles, parce qu'elles présentent rarement des troubles d'hyperactivité. Je vais vous proposer, mesdames, de regarder un reportage, justement, qui revient sur un procédé thérapeutique basé sur l'accompagnement de ces enfants avec l'équithérapie. Un bon nombre d'enfants donc souffrant de TDAH, mais pas que. Il y a d'autres troubles également. Ces séances sont proposées par l'association Al-Amal et ça se passe au niveau du zoo de Ben Aknoun. Le reportage est signé Yanis Saïd Belkacem. Regardez. Chaque jour, Smaïl, l'administrateur de l'association Al-Amal, vient chapeauter son équipe et répartir les tâches aux membres bénévoles. À sa droite, Sid Ahmed, 15 ans, qui souffre de TDAH, trouble déficit de l'attention. Dans son cas, il est question d'hyperactivité. L'équithérapie, une activité complémentaire et un appui aux soins médicaux, il a fallu du temps pour que Sid Ahmed s'habitue et trouve ses repères.
تهضمت احمد ولا انا؟ يا متلولين يلحق طب ما كاشو احمد وين راهو يجري في الغابات ما نروحوا نجروا موراه نحبسوه كدا نفهموه بعقل ابخي يبدا بريمي كونتاكت مع العود نسيو نافونسيو ليه بالبوكسه بشويه بشويه حتى يدير هو كونفيونس اي تو ابقى حتى دوكا الحمد لله دوك ولا يجي يخدم لي بوكس ينقي العواد يقصر معانا. Grâce à un suivi régulier, Sid Ahmed a gagné en autonomie. Son père se souvient de ses premières fois et comment il a découvert que son fils était atteint de TDAH. Sid Ahmed, il est vraiment très, très actif. Il est plein d'énergie, tout le temps en train de courir, de sauter. Il ne peut pas rester, il peut pas se tenir sur une place. Il est devenu autonome, il est devenu indépendant, il est devenu sociable, surtout sociable. Alhamdoulilah, ça a beaucoup apporté à nos enfants. Une évolution remarquable puisque Sid Ahmed arrive à monter à cheval. شويه مع الولد يكونوا شويه صعوبات اللي باش توري له كيفاش يطلع ولا ما يخلعوش العود هذايا بعد مع الوقت concentration, la confiance. Sid Ahmed, c'est un garçon qui a évolué d'une manière extraordinaire. Maintenant, il est en formation professionnelle. Vous l'avez vu, il est en train de galoper aujourd'hui. Le papa de Sid Ahmed est en train de sensibiliser les administrations pour ouvrir des centres de formation, pour aller de l'avant, pour intégrer leurs enfants dans le milieu du travail. Younes est également atteint de troubles neurodéveloppementaux. Pour son évolution, il a besoin de rééducation psychomotrice qui utilise des méthodes et médiations pour permettre à l'enfant de mieux gérer ses émotions et impulsivités. Chaque fois يدخل ينظفوا ما يديروش غير لاكتيفيتي سبورتيف تشوفوا اون ريفيزيون تاع لا كونيسونس ولا هو لاحق شنو يدير برا لي كولور الاشكال العفايس هذوما باش نقدروا نخدموا معاه كلش كونسونطري ا كونيتر لي شوز لي كولور tout comme un enfant ordinaire. Un cycle qui est bien bénéfique ليونس la continuité مع المسيد مع l'équitation c'était une recette bénéfique pour Younes. Toute son énergie est transformée par son corps, donc il court, et il est agité de temps en temps quand il n'est pas bien, mais c'est un enfant qui avance d'une manière extraordinaire, ses résultats scolaires sont fantastiques. Le papa vient de Tizi Ouzou chaque vendredi pour prendre en charge son fils. Même si l'association El Amel offre l'aide et la prise en charge nécessaires aux enfants atteints de TDAH à travers l'équithérapie et des activités spécifiques, il n'en demeure pas assez puisque cela demande beaucoup de moyens. Il faut savoir qu'ils sont pas moins de 200 enfants autistes souffrant également de troubles déficit de l'attention à être pris en charge dans cette ferme thérapeutique et à réaliser d'énormes progrès grâce au dévouement des spécialistes et volontaires. Alors on a vu un procédé thérapeutique qui est du moins atypique, où le cheval est utilisé justement comme un médiateur thérapeutique. Alors ce cadre ludique est important pour ce genre d'enfants, docteur Choukri, qui ne tiennent pas en place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure justement. Comme tout enfant. C'est ça, c'est une façon de leur apprendre des choses, peut-être sans qu'ils s'en rendent compte. Oui, l'équithérapie reste intéressante comme pour tout enfant. Mais pour l'enfant hyperactif qui bouge beaucoup, le fait de s'intéresser à un animal, d'apprivoiser l'animal, de gérer l'activité avec l'animal, bien sûr, pourrait n'apporter qu'un bienfait. Oui. Et qu'un plus. Oui. Docteur Benaïssa, sur la même question. Alors, c'est peut-être pas le traitement auquel on va penser en première intention, mais ça reste quand même complémentaire, c'est important. Ça, c'est intéressant parce que déjà, comme vous l'avez bien dit, c'est un enfant. Dans tout ce qui est thérapie de l'enfant, il faut aller via les choses qui sont intéressantes, ludiques, qui peut être agréable à l'enfant. Alors, notamment le cheval, où il y a un contact déjà d'être vivant avec être vivant, donc il y a la chaleur de l'animal, comment l'apprivoiser, écouter les consignes de l'entraîneur, entre guillemets, quand il va dire à l'enfant qu'est-ce qu'il doit faire. Comme il y a de la motivation chez l'enfant, ça reste une activité intéressante pour l'enfant, donc il va adhérer aux consignes. C'est un début d'apprentissage, à être un peu accepter les consignes d'autrui et de suivre des étapes. Absolument. Chose qu'on retrouve difficilement chez l'enfant avec TDAH, cette conformité aux consignes et cette concentration.
Donc oui, l'équithérapie, c'est une des indications. Oui, il faut rappeler juste qu'en plus de la dimension justement psychosociale, il y a également un aspect moteur. Selon des études, un pas du cheval fait travailler jusqu'à 300 muscles chez les patients. On a vu dans le reportage essentiellement des garçons qui font de l'équithérapie. On disait en tout cas il y a quelques années que ce trouble toucherait plus les garçons que les filles. Est-ce que c'est établi finalement, c'est réel? 3 garçons pour une fille, on dit à peu près? Oui, ça touche les garçons plus que les filles, mais est-ce que les filles consultent? Donc, et surtout celles qui présentent le déficit de l'attention. Parce que quand on a le TDAH, donc on consulte parce que le comportement dérange et gêne. Mais quand il y a le déficit de l'attention, est-ce qu'on pense à consulter? Quand on voit un échec scolaire, est-ce qu'on pense à consulter? Généralement... Ce que vous disiez tout à l'heure, justement, que les gens appréhendent plus le jugement ou le regard de la société par rapport à l'agitation de l'enfant. Donc, au moment qu'on n'a pas... diagnostiqué, on ne peut pas savoir exactement, malgré que oui, c'est un trouble, que ça touche les garçons plus que les filles. C'est vrai? Ça touche plus les garçons que les filles? Pour 4 garçons, on a une fille. Et les formes cliniques diffèrent entre le garçon et la fille. Justement, les garçons en général, c'est les formes hyperkinétiques, là où il y a de l'impulsivité, de l'hyperactivité associée au déficit de l'attention. Chez la fille, c'est surtout le trouble déficit de l'attention seule, sans hyperactivité. Alors, c'est une fille qui est calme. Elle serait plutôt invisible. Voilà. C'est une fille qui est calme, qui ne bouge pas, qui n'a jamais dérangé à la maison, qui ne dérange jamais à l'école, qui est là, en train de tout le temps distraite, lunatique, elle est ailleurs, elle n'est pas présente en classe. Ensuite, donc, la maîtresse ne la remarque pas, puisqu'elle ne pose pas de problème d'hyperactivité. Et avec les résultats scolaires, c'est des résultats qui sont très bas. Alors, c'est là que se pose la question, qu'on devrait se poser la question. Pourquoi cette fille qui est là, qui est très calme, qui ne dérange personne, mais qui n'est pas attentionnée? On devrait se poser la question et chercher pourquoi cette fille est en échec. Ensuite, donc, échec après échec, échec après échec, et c'est la sortie du système scolaire. Et c'est des filles qui, même quand elles commencent une activité professionnelle, elles sont en échec par rapport à l'activité professionnelle, et elles vont continuer tout le temps des difficultés dans la vie professionnelle et ultérieurement sociale, parce qu'il y a le déficit de l'attention qui est là. Donc c'est pour ça qu'on ne diagnostique pas vraiment les filles. Oui. Alors il faut dire quoi justement aux parents aujourd'hui? Il faut rappeler quoi au juste? Si on en est là, si on ne consulte pas parce que la fille est juste calme dans son coin, le garçon il attire plus l'attention parce qu'il est agité, turbulent, absolument. En fait, devant tout, parce qu'en généralement, quand on a faut être attentif, justement. Il faut être attentif. Donc, dès qu'on est devant des difficultés scolaires chez la fille ou le garçon, il ne faut pas hésiter à consulter. Surtout, notamment lorsqu'on a des résultats très très bas. C'est-à-dire, on essaie généralement les parents maintenant, ils enseignent aussi à la maison, ils font un peu les cours à leurs enfants. Et quand on voit qu'on est face à un mur, c'est-à-dire on n'arrive pas, ça ne bouge pas, l'enfant, il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à faire les tâches, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel pour faire la part des choses. Oui. Docteur Jaffar, on a peur de quoi dans ce trouble finalement? On a peur de quoi pour ces enfants? Pour ces enfants, déjà, on a peur de l'échec, mais c'est un échec qui va toucher plusieurs domaines. Donc, sur le plan relationnel, c'est des enfants qui ont du mal à établir des relations avec autrui. On en a parlé tout à l'heure, justement, si vous permettez, juste pour le rappeler, on a parlé d'impulsivité, justement. Alors, l'inattention, c'est clair, c'est des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer. Quand on dit aussi un enfant agité, c'est clair. Mais sur le point de l'impulsivité, est-ce qu'on peut l'expliquer, justement? On va donner juste un petit exemple de la vie quotidienne. Par exemple, un enfant âgé de 8 ou 9 ans, on lui demande à chaque fois qu'il rentre à la maison, par exemple, de faire ça et ça et ça. À chaque fois qu'il rentre, il ne le fait pas. Mais quand on fait la remarque, sa manière, elle est vraiment agressive. Et des fois, on arrive à un problème d'opposition. Donc, il a du mal à se contrôler.
C'est ça l'impulsivité. Donc, avec ses copains aussi, ça se passe comment généralement? Oui, c'est des enfants généralement qui ont un passage à l'acte à un certain niveau. Des enfants qui vont créer des problèmes en classe généralement. Oui, parce qu'il a du mal, par exemple, un petit mot, voilà, un petit mot dit par son copain, lui, il n'a pas cette capacité d'arrêter ce comportement, donc c'est un passage directement à l'acte, il peut taper le plus normalement possible. Il n'a pas ce problème, ce contrôle. Il faut dire aussi que cette triade, il faut qu'elle soit dans plusieurs contextes, hein, c'est-à-dire on ne va pas se contenter que ça se passe uniquement à l'école, il faut vraiment observer son comportement finalement. Oui, bien sûr. Parce que, par exemple, pour l'impulsivité, c'est l'enfant qui n'attend pas son tour, qui n'arrive pas à attendre son tour dans une queue. C'est l'élève qui répond avant même que la... Qui a du mal avec les règles, on va dire, c'est ça. Qui répond avant même que l'enseignante n'ait terminé sa question. C'est l'enfant qui s'intercale dans une discussion entre deux adultes. C'est ça l'impulsivité, parce qu'il n'arrive pas à s'inhiber, à s'auto-inhiber, à dire « non, je ne dois pas faire ça ». Lui, il est conscient de la consigne, il sait ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire, mais il ne peut pas s'empêcher de ne pas le faire. C'est ça la désinhibition. Voilà, donc il est provocateur. Pour les différents contextes, c'est important, hein, parce que peut-être pour les gens qui nous regardent, il ne suffit pas d'avoir par exemple des difficultés scolaires pour se dire que voilà. Alors oui, bien sûr. D'abord, c'est-à-dire il faudrait qu'on le voit dans différents contextes, c'est-à-dire à la maison, à l'école, au parc, au restaurant. Il faudrait que les mêmes, on va dire, signes cliniques, on les retrouve un peu dans des contextes différents, mais pas que, il y a aussi la durée. Il faut que ce soit des symptômes qui sont observables au moins pendant 6 mois, parce qu'on peut passer une mauvaise période, peut-être des conflits familiaux, l'enfant il va présenter des troubles, mais qui sont passagers. Mais si ça dure plus que 6 mois et qu'on le voit dans différents contextes, bon, on est en droit de penser à un TDAH. Alors c'est une question à laquelle on a déjà répondu, mais je la repose quand même. On peut avoir des troubles finalement de TDAH chez une personne calme. Hein. Oui, c'est ça. Bon, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure pour les filles notamment. Alors, avec l'âge, quand l'enfant TDAH grandit, donc à l'adolescence, le TDAH hyperactif, la forme mixte, lui, l'hyperactivité diminue, l'impulsivité diminue, et c'est l'inattention qui persiste. Donc le TDAH hyperactif, avec l'âge, va se calmer et ne va plus montrer ses comportements d'hyperactivité. Oui. Alors, hyperactif et turbulent, comment faire la différence? Ça, c'est une question qui est posée par beaucoup de monde. Déjà, elle a cité, donc... dans toutes les situations, oui, il faut préciser parce que quand on fait l'interrogatoire, quand on dit à la maman il est comment, la première réflexion c'est pas comme aujourd'hui. Si vous le voyez à la maison, il est vraiment différent. D'accord. Donc ça, c'est le premier critère qui va exclure le diagnostic de TDAH parce que c'est un enfant qui va présenter les mêmes symptômes. Qui va être constant. Oui, dans les différentes situations. Pendant la passation des tests, on voit réellement l'enfant qui présente un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il a du mal à se concentrer avec le matériel. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Demande de regarder encore. Il a besoin d'un temps de latence qui est très important pour qu'il puisse reconnaître l'erreur. Et la consigne, on est obligé de la répéter à plusieurs fois. Bon, ça c'est tout d'abord en rapport avec le déficit de l'attention et la mémoire de travail qui est vraiment perturbée, d'où vient l'oubli des affaires, l'oubli de ce que la maîtresse a demandé, de ne pas faire passer le message, parce que c'est un système qui est alerté tout le temps et donc le cerveau, il perd un peu de ses fonctions. Alors cette émission sert certainement à sensibiliser, ça sert aussi peut-être parfois à secouer un peu les consciences collectives. Les parents disent souffrir généralement du regard de la société. Quel regard porte la société sur ses enfants ? Les enfants, déjà, c'est un enfant turbulent, donc c'est de mauvais parents. Il n'a pas reçu une bonne éducation. C'est donc ça. Déjà, l'enfant, il est Il faut touché du déculpabiliser doigt. justement Oui, les les parents. parents aussi. Donc déjà, il y a un grand travail de déculpabilisation. Lorsque le diagnostic tombe, c'est un C'est soulagement ça. généralement. Vous aux parents. anticipez un peu sur ma prochaine question justement. Exactement, c'est un Oui. soulagement pour les parents, pour le thérapeute aussi, parce qu'on sait très bien quoi faire devant cette situation, et puis aussi pour l'enfant, et surtout pour l'enfant, parce que c'est un enfant qui est souvent pointé du doigt, on va dire sur le plan social, c'est vraiment une catastrophe, avec les enfants de son âge, les tantes, les oncles, c'est tout le monde, il faut l'éviter cet enfant, c'est un enfant à problème, alors que lorsque le diagnostic tombe... Un enfant insortable, peut-être parfois Tout à fait, exactement, puni, souvent puni, voire... Violence verbale, violence physique, c'est un enfant qui souffre. Il y a aussi une souffrance familiale, c'est-à-dire les parents aussi en souffrent. Oui. Vous avez touché un mot, le diagnostic est un moment très important pour les parents, justement, pour déculpabiliser, pour comprendre aussi, parce que justement, parfois, on pense que notre enfant nous défie, comme vous disiez tout à l'heure, il y a toujours des contradictions, un enfant qui désobéit, mais finalement, quand le diagnostic tombe, c'est un moment de soulagement. Exact. Donc, quand on donne le diagnostic, les parents sont soulagés parce que l'enfant ne fait pas exprès, parce qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'il a. Donc, à ce moment-là, ils arrivent, donc on est à l'étape de l'acceptabilité, il faudrait accepter le trouble et commencer à rebâtir la relation avec l'enfant. Parce qu'il faudra se réconcilier ensuite avec son fils ou son enfant qu'on a culpabilisé d'être responsable de ce qu'il fait, d'être provocateur exprès, de ne pas écouter, d'être... Peut-être c'est l'occasion de dire aussi, docteur Choukri, aux parents qui nous regardent, que ça ne sert à rien finalement de punir ces enfants, parce que ça ne sert pas de leçon pour ces enfants, justement, qu'il faut être plutôt dans l'accompagnement
Et c'est ce qui devrait se faire normalement dans une éducation positive. Quand on éduque, on donne notre éducation à notre enfant, on le suit et on doit être patient avec cette éducation. Les parents doublement patients peut-être avec ses enfants. Doublement patients avec ses enfants. Oui. Les parents des enfants TDAH, justement, sont dans une souffrance terrible qui fait que, en plus des difficultés vécues avec l'enfant, ils ont tout le poids de la société qui regarde leur travail. Est-ce qu'ils sont en train d'accomplir leur tâche comme éducateurs comme il se doit ou pas? Donc, ils sont l'enfant est stigmatisé, la famille, les parents sont stigmatisés. Une fois que le diagnostic tombe, déjà on a tout ce lourd fardeau qui est tombé. Ensuite commence l'étape de la prise en charge, hein, qui a aussi ses difficultés. Oui, c'est clair. On dit souvent hein, que peut-être que le diagnostic n'est pas aussi compliqué justement que la prise en charge hein, dans ce genre de troubles. Docteur Jaffar, est-ce qu'il est important de diagnostiquer précocement ces enfants? Parce qu'on dit parfois que, dans les chiffres en tout cas, que 30% à peu près guérissent spontanément. Parce que si on parle de diagnostic... Est-ce qu'il ne faut pas laisser le temps faire parfois? C'est un trouble qui ne peut pas être diagnostiqué avant l'âge de 6 à 7 ans. D'accord. Donc, il faut observer, oui. Par exemple, c'est des parents qui sont vraiment inquiets, qui viennent consulter à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Alors, ils disent que... Ça, c'est quand l'enfant est insupportable, on va dire. Voilà. Oui. Je suis convoquée par la crèche et c'est un enfant, il n'y a aucune crèche qui peut l'accepter et je suis en souffrance. C'est un enfant tornade, on appelle ça comme ça. Oui. On ne pose pas de diagnostic, oui. Mais on agit directement sur le comportement problématique. Donc, on ne peut pas dire « Non, monsieur, on va attendre 7 ans pour poser le diagnostic ». Là, c'est une erreur à ne pas faire. Il faut agir sur ce que vous avez comme trouble à l'âge précoce, ne pas poser de diagnostic, mais d'expliquer aux parents « Voilà ». Essayer d'analyser déjà le comportement problématique. Déjà sur le comportement des parents, on peut agir. Oui, parce qu'on ne va pas oublier qu'il y a un système psychique qui est là. Absolument. Donc, causer une frustration. Qui est altérée. Oui. Donc, cet enfant... il est en souffrance avec lui-même. Oui. Moi, je reçois des enfants, bon, c'est vrai, à l'âge de 12-13 ans, mais ils pleurent. Ils me disent les enfants carrément, oui, je ne fais pas exprès, mais il n'y a personne qui peut me croire. Donc, il ne faut pas agir sur tout ce qui est régulariser le comportement, assurer une bonne prise en charge pour les fonctions attentionnelles sans travailler sur le psychisme. Donc, si une entité, il faut agir sur tous les plans. Absolument. Pour un mois éviter, parce que si l'enfant plonge dans une dépression, là, on aura d'autres répercussions. Oui. Mais peut-être le plus compliqué, justement, à diagnostiquer précocement serait le trouble de l'inattention, c'est ça hein? Oui, sur le comportement, on va le voir, l'hyperactivité. Il est en rapport direct avec les capacités scolaires. Ça va se développer avec le temps. Ça va se développer avec... C'est-à-dire qu'il est plus compliqué de le voir à l'âge de 2-3 ans, par exemple. On ne peut pas diagnostiquer précocement parce qu'il ne faut pas oublier la maturation cérébrale. Et les régions frontales, c'est les régions où ils prennent... C'est quoi l'âge moyen de diagnostic, on va dire? 6-7 ans? C'est l'âge scolaire, oui, c'est 6-7 ans. C'est généralement l'école qui alerte, docteur Benaïssa? Oui, souvent, c'est l'école qui alerte, surtout par rapport à l'hyperactivité, pas l'attention. L'attention, c'est généralement les parents. Mais pour l'hyperactivité, généralement, c'est les profs, c'est les enseignants, c'est l'école qui alerte. Et bien sûr, ils les orientent carrément. Parfois, ils leur disent il faut aller consulter. Ils les jugent aussi. Oui, ils les jugent, ils sont punis. Les parents sont convoqués souvent. Reprenez votre enfant, il n'a pas sa place ici, il dérange la classe. Il dérange, il se lève, parce que c'est un enfant qui se lève en plein cours, qui peut faire un peu le pitre quelque part, parfois comme ça en classe, et ça dérange énormément la classe. Donc c'est les enseignants qui alertent. Moi, je vais revenir sur un point que je viens de dire par rapport au diagnostic. Il est important de dire que c'est vrai qu'à l'âge de 5 ans, c'est-à-dire à la naissance, l'enfant est né avec les émotions, donc tout ce qui est colère et tout, on est avec. Mais la régulation des émotions, elle se construit à partir de l'âge de 5 ans. C'est pour ça que nous, on attend pour poser un diagnostic d'hyperactivité, c'est-à-dire que c'est un enfant qui peut être colérique, mais qui ne peut pas contrôler ses émotions. Donc même chez un enfant
entre guillemets neurotypique, il peut avoir ce genre de problème, l'instabilité physiologique, ce qu'on appelle nous l'instabilité physiologique. C'est pour ça qu'on n'est pas en droit de poser un diagnostic. C'est à partir de 6 ans, 7 ans, l'âge scolaire, qu'on peut se prononcer parce que l'appareil qui régule les comportements, qui régule les émotions est là. Et si l'enfant n'arrive pas à se contrôler, il est dans cette impulsivité, on est en droit de penser qu'il y a vraiment un problème de TDAH. Seulement, il y a aussi un élément, il faut que le trouble, c'est-à-dire il faut que les signes cliniques apparaissent avant l'âge de 12 ans. C'est important de le dire. Parce que si un enfant il commence à faire des troubles à l'âge de 14 ans, 15 ans, on n'est pas en droit de dire que c'est un TDAH. C'est un trouble neurodéveloppemental qui dont les signes cliniques doivent apparaître avant l'âge de 12 ans. D'accord. Ça, c'est bien de le rappeler. Il faut dire aussi, alors on a dit que généralement ces enfants sont diagnostiqués ou repérés, on va dire, à l'école, parce que ce trouble s'associe fréquemment à des troubles de l'apprentissage de type dyslexie, dyscalculie et autres, c'est ça. Comment peut-on évaluer aujourd'hui l'accompagnement de l'école de ces enfants chez nous? C'est très difficile. Est-ce que ces enfants sont acceptés déjà en milieu scolaire? D'abord, il y a la difficulté. C'est une des plus grosses difficultés des parents, j'imagine. Donc, c'est des enfants qui sont difficilement acceptés parce que ce ne sont pas des enfants ayant un TSA, donc c'est différent. C'est des enfants qui sont cliniquement normotypiques, sains, donc qui paraissent normaux, dont le comportement dérange. Donc on met tout ça sur le côté ou le plan de l'éducation et on se dit c'est un enfant qui a des problèmes avec l'éducation et on convoque les parents, on essaye de régler ça, ça ne se règle pas. Ensuite on va voir que les résultats scolaires et on se dit peut-être qu'il y a un problème cognitif là-dessus. Donc, la chose la plus importante dans tout ça, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, de guider les parents, de faire de la guidance parentale et faire de la psychoéducation. Même avant 6 ans, quand on voit qu'un enfant bouge beaucoup, qu'il dérange, déjà, le psychologue peut avoir son rôle ici à guider les parents et à les guider dans l'éducation de cet enfant, lui assurer une éducation positive la plus possible et décharger un peu les parents de ce lourd fardeau. Et ensuite, après le diagnostic, après 6 à 7 ans, là, toujours, l'accompagnement des parents doit être présent, donc la guidance parentale doit rester, et aussi la guidance de l'enseignant. Donc les psychologues et le pédopsychiatre et tout doivent accompagner cet enseignant. L'enseignant a besoin d'être accompagné aussi pour aider cet enfant. Oui. Quels sont les problèmes qui se posent concrètement, Dr Jaffar, au niveau de l'école? Aujourd'hui, on parle de l'auxiliaire de vie, il n'y a pas assez, il y a un problème de formation. Les enseignantes qui sont désemparées, disons-le aussi, parce qu'elles ont des classes quand même de 40 élèves et elles ont un enfant quand même avec des troubles. Donc, quels sont les problèmes que voient les parents justement et ces enfants aussi? Le plus grand problème, c'est ça. Donc, l'enseignante, elle est dépassée. Elle ne pourra pas gérer. C'est vraiment impossible. Et elles ne sont pas formées aussi. Oui. Le nombre d'élèves, il est énorme. Donc, si elle arrive à remarquer et à constater, à convoquer les parents, déjà, c'est un travail énorme. Parce que ce n'est pas facile de donner le cours et d'observer, de remarquer que vous avez un enfant qui est différent. La deuxième des choses, c'est qu'on n'a pas cette accessibilité de l'AVS. Donc, l'auxiliaire de vie scolaire il n'a pas encore sa place. Et avec tous les troubles neurodéveloppementaux qu'on voit maintenant, l'AVS est une pièce maîtresse. Parce qu'on ne demande pas à l'enseignante de tout faire. Mais c'est un enfant il a une accompagnatrice qui est formée, qui est du domaine, qui sait comment agir sur cette impulsivité, sur cette instabilité, qui a des techniques, bien sûr, elle est coachée par une équipe pluridisciplinaire. Donc, elle a quand même une manière pour faire travailler cette concentration à l'enfant, d'agir sur la stabilité et un peu de diminuer l'impulsivité et de lui faire apprendre et comprendre comment il doit se comporter avec ses camarades et avec la maîtresse. Oui. Alors il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup de mamans surtout, qui se transforment en auxiliaires de vie aujourd'hui, qui font la formation carrément, à défaut. Oui.
Ça existe. Oui, ça existe. Oui. Bon, ça existe, mais nous, en tant que professionnels, on n'est pas tellement d'accord parce qu'on voudrait que les parents restent parents. Parce qu'il y a le volet social, le volet familial. Donc, c'est un enfant, il a besoin d'un cadre familial le plus normalement. La maman reste maman. Et l'auxiliaire de vie scolaire, c'est une personne qui est formée pour ça. Elle doit être étrangère, justement, parce que le but, en fait, de l'AVS, dans tous les troubles, c'est elle va accompagner l'enfant. Et la réussite, c'est qu'un beau jour, il n'a plus besoin d'elle. Alors que la maman, elle va rester tout le temps derrière son enfant. Donc, on n'est pas vraiment dans le but, c'est-à-dire le but recherché de l'AVS, qu'elle l'accompagne à certains moments, et hop, elle va se retirer, et l'enfant pourra continuer son chemin le plus normalement possible. Alors, si c'est la maman, ce sera difficile de la faire sortir de la vie de l'enfant. Vous voyez, c'est un peu... Oui, mais c'est un plan, ça reste un plan B, on va dire, un plan B, oui, on va dire bricolage. À défaut, absolument, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'AVS, c'est pour ça. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure, Dr Jafar, que c'était un trouble au niveau des neurones, mais néanmoins, on parle quand même de facteurs de vulnérabilité qui nous prédisposent à faire justement un TDAH, notamment la génétique déjà. La génétique, la prématurité. Est-ce qu'on peut parler de famille d'hyperactifs? Oui, il y a des familles d'hyperactifs, d'accord. Donc, quand on a un enfant, parfois les parents se font diagnostiquer grâce à leurs enfants. Par le biais du diagnostic de leurs enfants. Voilà, donc on voit ça. Ils se reconnaissent, de TDAH, quand vous leur expliquez, ils se reconnaissent dans les symptômes de leurs enfants. Exactement. Oui. Et quand on a, par exemple, un enfant en face de nous, on demande, on cherche par rapport à la famille, est-ce qu'il y a une consanguinité d'abord, et est-ce qu'il y a des cas familiaux identiques, similaires. Et par rapport aux autres facteurs de vulnérabilité, c'est les enfants prématurés qui sont à risque. C'est les enfants qui ont un petit poids de naissance. C'est les enfants nés d'une mère qui a consommé du tabac ou de l'alcool durant la grossesse, ou des drogues durant la grossesse. Et les mamans qui ont pris des antidépresseurs durant la grossesse. C'est surtout On parle aussi de diabète pendant la grossesse aujourd'hui. Les facteurs les plus importants sont ceux-là, surtout. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui aussi également, parce qu'on parle aussi de l'environnement qui pourrait exacerber éventuellement les enfants TDAH, est-ce qu'on peut parler par exemple des écrans, de la surconsommation des écrans, parce qu'aujourd'hui il faut dire que notre tablette ou notre smartphone devient une extension de notre main. Tout à fait. Oui, déjà, un enfant TDAH, il a plus de malchance de faire aussi une addiction à l'écran. Donc oui, ça va exacerber son tableau clinique, ça va diminuer son attention. Déjà, les enfants, en général, lorsqu'ils sont collés à leurs écrans et tout, ça diminue de l'attention, ça diminue leur gestion d'émotions parce que ça devient une extension vraiment de la main. Donc dès qu'on enlève cette tablette, l'enfant n'est pas bien parce qu'il veut toujours retrouver le plaisir rapide, comme on dit. Et là, chez un enfant TDAH, oui, effectivement, ça va accentuer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en consultation. La première des choses, on dit, enlever tout ce qui est écran à cet enfant pour pouvoir déjà travailler, renouer avec la vie réelle et pouvoir travailler avec cet enfant. Oui, allez-y. Oui, le sucre aussi. Il y a l'alimentation comme facteur environnemental, il y a l'alimentation de l'enfant qui devrait normalement être saine. Alors, ces enfants, comme ils sont à la recherche de dopamine, parce qu'en fait, le TDAH, c'est un déficit en neurotransmetteurs qui sont surtout la dopamine et la noradrénaline. D'ailleurs, c'est pour ça que ce sont des enfants qui peuvent faire des dépressions. Voilà, ultérieurement, oui. Donc, ce déficit est dû, le déficit de ces neurotransmetteurs ou bien le déficit en les récepteurs de ces neurotransmetteurs. Donc, l'enfant, en prenant beaucoup de sucre, il a cette dopamine. En s'attachant aux écrans, il a cette dopamine. En accomplissant des gestes à risque, des comportements à risque, il a cette dopamine. Donc, il est à la recherche de cette dopamine qui lui manque. Donc, parmi les facteurs environnementaux qu'il faudra gérer chez l'enfant TDAH, c'est l'alimentation. Donc, diminuer les sucres et diminuer toute l'alimentation industrialisée par rapport aux colorants, aux conservateurs, à tout ça. Alors, il faut dire qu'un enfant hyperactif, c'est une vigilance de tout instant. Est-ce que les parents ont eux aussi besoin d'être accompagnés dans la prise en charge de leurs enfants? Bien sûr, parce que des fois on les reçoit, c'est des parents qui sont perdus. Donc ils ont cité tout à l'heure, quand on pose le diagnostic, c'est un soulagement. Mais c'est momentané. Après, on se pose la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est long, la prise en charge. Oui. Voilà, elle est longue. Et surtout, quand ils nous demandent il me reste combien de temps?
Où là, ça va prendre combien de temps cette prise en charge et quand est-ce que je vais commencer à avoir de bons résultats et sur le plan scolaire et sur le plan comportemental. Donc là, il faut bien leur expliquer qu'il faut être vraiment patient. Parce que votre enfant, il souffre, il n'est pas très content d'être différent des autres. Parce que c'est un enfant qui est conscient de ses difficultés. Donc, il faut être patient afin de pouvoir aider cet enfant. Il faut dire que les parents sont une pièce maîtresse, justement, voilà. dans la Toute l'équipe pluridisciplinaire, elle est là, mais celui qui va exécuter ce que l'équipe demande et celui qui va accompagner l'enfant 24 heures sur 24, c'est les parents. C'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, vous imaginez, vous avez une boule d'énergie devant vous 24 heures sur 24. Et il ne peut même pas se tenir tranquille pendant le dîner ou le déjeuner. Donc déjà, les parents, des fois, ils disent que c'est infernal. C'est épuisant. Oui. Le moment de manger, ça devient insupportable, ça devient infernal parce que ça bouge de partout. On parle d'un seul TDAH. Alors imaginez une famille où on peut trouver plus qu'un enfant atteint de ce trouble. Plus qu'un enfant. Oui. Alors, on a parlé tout à l'heure justement des conséquences. Alors, on a parlé du risque justement d'être exclu d'un système scolaire, par exemple. Quelles sont les autres conséquences qu'on peut craindre également? Les conduites à risque chez ces enfants? Oui, les conduites à risque. C'est des enfants qui sont impulsifs, donc ils aiment un peu le risque. Donc, à l'âge où il va conduire, c'est quelqu'un qui va faire peut-être beaucoup d'excès de vitesse. Même avant, avant, oui. Voilà, je parle déjà à l'âge où c'est des enfants qu'on voit beaucoup dans les urgences pédiatriques, par exemple. En fait, ces enfants, on les voit comme s'ils n'ont pas cette notion de danger. Donc, il peut vraiment ne pas trop réfléchir aux conséquences. Donc, il peut aller dans des conduites à risque. Mais il n'y a pas que, même sur le plan social, sur le plan addictif, peut devenir addict, c'est-à-dire pas seulement l'écran, mais ça peut être aussi la drogue, la cigarette, enfin tout ce qui est addictogène. C'est un enfant qui risque aussi de faire des dépressions, c'est un enfant qui est conscient un peu de ses troubles, de cette différence, donc il peut aller vers des dépressions. En fait, en gros, il faut vraiment une prise en charge pour accompagner. Comme vous avez dit, même les parents peuvent faire des complications par rapport à la pathologie de leur enfant. Et si les parents sont pas là... C'est-à-dire des dépressions? Oui, il y a des dépressions, maltraitance, il devient maltraitant de l'enfant. Vous voyez, et ça ne fait qu'aggraver le cas de l'enfant. Donc vraiment, la prise en charge, elle est familiale. Même dans les programmes de prise en charge, généralement, on s'adresse d'abord aux parents, donc on explique le trouble, on explique aussi le comportement de l'enfant, c'est-à-dire le fonctionnement, mais aussi le fonctionnement familial. Parfois, le fonctionnement familial, il aggrave le tableau clinique. Dès qu'on agit sur le fonctionnement familial, déjà, les signes cliniques ne vont pas disparaître, mais ils vont au moins diminuer un peu d'intensité. Après, qu'est-ce qu'on espère d'une prise en charge? On arrive à la prise en charge, hein, vous m'avez tendu la perche. Qu'est-ce qu'on espère, avant de parler proprement dit de la prise en charge, elle consiste en quoi? On espère quoi de la prise en charge? Est-ce qu'elle est curative, par exemple? Bon, curative à 100%. Quand on a des traitements, alors il y a des enfants à qui on va prescrire des traitements médicamenteux. Est-ce que là, par exemple, on peut parler du curatif? Non, du tout. Ça agit sur les symptômes, mais pas sur l'origine, parce qu'on ne connaît pas vraiment, on n'a pas touché du doigt l'origine de la pathologie. Donc non, on n'a pas de traitement curatif. On va juste améliorer l'assimilation, par exemple. La qualité sociale, enfin, vous voyez. Et vous avez dit, par rapport à la prise en charge, le plus important, le premier point, c'est vraiment réconcilier les parents avec leur enfant. C'est déjà, ça commence par là, quand il y a une réconciliation de cette dynamique L'acceptation, familiale. vous voulez dire? L'acceptation, mais vraiment réconciliation, parce qu'ils voient leur enfant comme une honte, quelque part, un échec, vous voyez. Quand ils comprennent, il y a une réconciliation, ils reprennent ça aussi, c'est le poids de la société, encore une fois. Oui, tout à fait. Pas que, société aussi, vraiment, c'est très difficile. C'est vraiment une boule d'énergie qui est à la maison et c'est très difficile à gérer. Donc, quand ils comprennent, il y a une réconciliation, même l'enfant. C'est-à-dire, en fait, dans la thérapie, on essaie d'aller vers vraiment l'éducation positive où le parent va partager des moments agréables avec l'enfant. Parce qu'un enfant hyperactif, il n'y a que des mauvais moments avec les parents. Alors, on va essayer, dans les prises en charge, on va essayer qu'il y ait des moments agréables où le parent n'est pas obligé de donner des consignes, parce que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, si on va parler concrètement, par exemple, pour les gens qui nous regardent, parce que j'imagine que ce sont des exercices qu'on peut faire chez soi, il s'agit de quoi, déjà? En fait, par exemple, on choisit une activité que l'enfant aime bien.
par exemple, bon, pas les écrans, généralement pas les écrans, une activité, s'il aime bien par exemple jouer au du foot, parce que généralement ils aiment bien certains sports, se dépenser. Oui, exactement, éviter le parent de faire par exemple, de jouer avec leur enfant, parce que souvent, vous voyez, dans nos sociétés, les parents ne jouent pas, ils accompagnent leur enfant, mais ils ne participent pas avec eux. Là, on leur dit, il faut faire une partie de jeu avec votre enfant, où il n'y aura pas de consigne, c'est-à-dire le parent ne va pas être le parent, fait ça, prend ça, parce que c'est ce qui se passe souvent avec les enfants TDAH, notamment les enfants TDAH. Alors, ils vont essayer de vraiment aller dans un jeu qui sera agréable, où le parent va dire à son fils, très bien, je suis fier de toi, tu as suivi, tu as pu faire. On va commencer par une nouvelle base, c'est-à-dire va être parent et des moments agréables. Ça augmente l'estime de soi de l'enfant, et quand cette estime de soi augmente, il va se faire plus confiance, il va adhérer plus à notre thérapie. Oui. Alors, quand on arrive au traitement, on va commencer par quoi déjà ? Quel est le parcours, j'ai envie de dire, classique d'un enfant TDAH ? Donc, avant 6 ans, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, c'est la psychoéducation, c'est la guidance parentale, donc c'est l'éducation positive. Après 6 ans, la décision de mettre sous traitement dépend de la sévérité du trouble. On ne donne pas de médicaments à tous les TDAH, mais on traite médicalement les enfants qui ont un TDAH modéré à sévère, qui a un impact très important sur sa scolarité. Donc, on a besoin des renseignements de l'enseignant. Il faut dire aujourd'hui que le traitement n'est pas disponible, malheureusement. Voilà, peut-être lancer un appel, justement. Donc, avec l'enseignant, on prend la décision de mettre sous traitement ou pas. Les médicaments, malheureusement, ne sont pas disponibles en Algérie. On les a eus pendant un moment. On les a eus les années passées. On avait une forme de médicament, parce qu'il y a plusieurs formes. Oui. On a eu une forme galénique qui n'existe pas actuellement. Donc, on est à bout de médicaments et on ne trouve rien quoi proposer à ces enfants, malheureusement. Donc, on passe seulement à la guidance, à la thérapie cognitivo-comportementale qui doit normalement être associée à la médication. Il y a d'autres techniques, il y a comme des thérapies associées, des jeux de stimulation, par exemple. Comme le biofeedback. Le biofeedback est une technique, justement, qui fait prendre conscience à l'enfant de son trouble via des électrodes. C'est comme un EEG. L'enfant regarde. C'est des vidéos, c'est ça, de stimulation. Voilà, de stimulation. Il voit l'impact de son comportement via des images ou des dessins, et il décide de changer son comportement, son action sur place. Donc, cet entraînement va entraîner de nouvelles connexions cérébrales qui vont ensuite avoir comme conséquence la gestion du mouvement, la gestion de l'émotion par l'enfant. Oui. Alors, pour rappeler juste par rapport à la molécule qui était disponible, pour dire que c'est important de l'avoir aujourd'hui chez nous. Alors, ça s'appelait l'atomoxétine. C'est ça. C'est quelque chose de proche de l'amphétamine, c'est ça ? C'est une autre famille. Donc, il y a les amphétamines, parmi eux le méthylphénidate. Donc, on parle du méthylphénidate qui est meilleur que l'atomoxétine. Voilà, donc on a ces deux produits. Ça améliore la vigilance, c'est ça le but ? Améliore l'attention, diminue l'hyperactivité, permet à l'enfant de faire un parcours scolaire plus ou moins normal pour essayer de passer le cap du primaire au collège et du collège au lycée. Absolument. Ensuite, voir selon l'évolution, selon l'amélioration de l'attention, à penser à l'arrêt de la médication. Oui. Le médicament, c'est un tremplin. Est-ce que ça a été... Absolument, oui. Alors, est-ce que les parents, parce que c'est un traitement qui a été un peu décrié à un moment donné, est-ce que les parents y ont adhéré à l'époque, quand on l'avait, en tout cas ? Oui, ils sont vraiment en demande, là. Vraiment, on est en souffrance parce qu'il y a rupture du médicament ou bien il n'y a plus d'importation. Enfin, je ne sais pas quelles sont exactement les raisons. Mais là, qu'il y a 8 millions d'enfants dans le monde qui le prennent, ce traitement. Exactement. C'est un traitement qui a prouvé son efficacité. Voilà, on l'a senti même en consultation parce qu'on prescrit, c'est un médicament qu'on prescrivait. Là, actuellement, il n'y a pas, donc on est vraiment face au mur, vous voyez, on n'arrive pas parce qu'il y a vraiment certains cas, ils ont vraiment besoin du médicament pour que ça soit un tremplin pour l'apprentissage.
apprentissage. C'est-à-dire pour qu'on puisse appliquer nos méthodes psychoéducatives, il a besoin d'être d'abord traité chimiquement pour pouvoir justement appliquer nos traitements psychoéducatifs. Donc quand on n'a pas le médicament, on travaille avec un petit peu... Alors, oui, à défaut d'avoir justement des médicaments, en attendant en tout cas que votre appel ait un écho, on espère quoi aujourd'hui et on arrive à faire quoi justement avec les traitements disponibles aujourd'hui? On a les traitements non médicamenteux. Donc, il faut dire que tous les enfants TDAH, comme a dit tout à l'heure Dr Choukri, n'ont pas besoin de traitements médicamenteux. Donc, on parle de la prise en charge pluridisciplinaire. D'abord, il faut établir un profil à chaque enfant. Donc, c'est un profil propre à chaque enfant et établir un programme de prise en charge propre à chaque enfant. Oui, c'est personnalisé. Oui, c'est personnalisé. C'est vrai qu'on arrive à un certain moment de faire des ateliers de groupe, de les regrouper, de faire un travail avec un objectif, oui, mais le protocole thérapeutique, il est propre à chaque enfant. Chacun des spécialistes, il a un rôle très, très important. Et le manque de la formation, il impacte directement la qualité de la prise en charge actuellement. Le psychologue, il est formé, mais il n'est pas vraiment bien formé. L'orthophoniste, c'est la même chose. L'ergothérapeute, qui a un rôle très très important dans le TDAH, on a un manque terrible. Et même ceux qui exercent, ils ne sont pas formés dans le trouble. Le psychomotricien, il a un rôle très très important. C'est un enfant qui a besoin de gérer l'espace et de gérer son comportement par rapport à l'espace. Donc, à chacun sa spécialité. Oui, le pédopsychiatre, il est là pour le prendre en charge et pour coacher l'ensemble. Le pédiatre, il est là pour coacher l'ensemble. Mais il faut avoir le tout. Une équipe qui va former et qui va marcher avec un protocole et... Absolument. Alors on a compris qu'il faut, pour conclure, parce que c'est la fin de l'émission, qu'il faut une prise en charge pluridisciplinaire, justement pour accompagner ces enfants et un traitement médicamenteux qui pas non plus... en plus, il est très important et indispensable pour certaines formes justement de ce trouble. Merci mesdames d'avoir participé à cette émission et cet effort de sensibilisation. J'espère qu'on est parvenu à répondre ne serait-ce qu'à une partie des questions que vous vous posez. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.